Jadis terrain de jeu de quelques passionnés, la pop culture est devenue l'un des grands champs de bataille des géants du divertissement qui multiplient adaptations, suites et spin-offs pour capter l'attention des fans. Au milieu de ce marché saturé, certaines œuvres parviennent pourtant à rester fidèles à leur essence ou à se réinventer et trouvent un équilibre entre succès populaire et reconnaissance critique. C'est à ces perles rares que s'intéresse Over the Pop. Je suis aujourd'hui avec Pierre-Jean, Lionel et Jean-Christophe pour vous parler enfin d'un auteur dont l'œuvre à la résonance cosmique est passée au fil du temps de la confidentialité des pulp magazines au firmament de la pop culture. Ce mois-ci, on s'attaque au cas Howard Philip Lovecraft et aussi un peu à l'une de ses créations les plus mythiques, dans tous les sens du terme, le Grand Cthulhu. Ok, bon, c'est parti. Donc, tu captes bien là, c'est bon, tout est ok. Bienvenue à la piscine municipale Gnufmagen. Ici, c'est le grand bassin. On a une super profondeur. On sait pas combien d'ailleurs. Là, c'est le toboggan. 12 mètres. Il adore. Là, on a monsieur qui profite du jacuzzi. L'eau est... Attendez, il y a un truc qui me touche la main. Piscine Gnufmagen. On vous attend tous. Notre question de départ, ça va être comment chacun de nous a découvert l'existence de Lovecraft. Alors moi, je pense pas que j'ai découvert Lovecraft en premier. Je pense que c'est d'abord Cthulhu. Et si je remonte loin dans ma mémoire, je pense que c'est sur des vidéos YouTube, je pense. Quand je regardais des trucs, tu sais, genre les 5 mythes ou les trucs Le Point Nemo ou des trucs comme ça, un peu surnaturels ou les prémices de YouTube. Enfin, il y en a encore des trucs comme ça sur YouTube. Je pense que il y avait quelques images comme ça où des gens s'amusaient à mettre Cthulhu en fond, où ils imaginaient que c'était Cthulhu. Peut-être c'est là les premières fois où où je le vois, où je m'en souviens. Après, sinon, je crois que je l'avais dit la dernière fois, c'était dans South Park. Oui, il y a Cthulhu dans South Park. Il y a un épisode d'ailleurs en comédie musicale. Il y en a plusieurs épisodes. Ouais. Et après, au fur et à mesure, comme ça, du temps, à travers les jeux vidéo dont on parlera, The Thing, les films, etc. J'en suis arrivé à Lovecraft, après aussi à travers la musique. Oui, là, on aurait pu faire un épisode complet sur les groupes qui se sont inspirés de Lovecraft, notamment en métal, là, on en parlait, Jean-Christophe. Tu feras un centre. Tout à fait, ouais. Et oui, même un petit peu avant, à l'époque du rock psychédélique californien, déjà quelques émus, au moins pour le nom du groupe. Il y a un groupe qui s'appelle H.P. Lovecraft, dont la musique n'a rien à voir avec l'ambiance culte. Je crois que j'en ai mis justement dans la programmation de la radio. Du coup, Jean-Christophe, toi, c'est quoi ta découverte C'est comment ta découverte avec Lovecraft ? Moi, je suis une génération un petit peu antérieure à la vôtre, donc moi j'ai découvert ça d'une manière qui à l'époque était quasiment la seule à travers les éditions de poche. Donc, je ne sais plus si c'était le livre de poche, j'ai lu ou autre, et je pense que ça devait être une édition de Dagon. Alors je connaissais très très vaguement le personnage de Lovecraft parce que les sources creusaient un petit peu sa curiosité d'adolescent étaient bien moins nombreuses qu'aujourd'hui. Je me rappelle les illustrations de couverture, d'ailleurs ça vaudrait... C'est Cernus Tibor Cernus. C'est bien possible, oui. Enfin, il illustrait la science-fiction. Est-ce que c'est lui qui avait aussi illustré Lovecraft ? Moi, c'est aussi avec l'édition J'ai lu de Dagon que j'ai connu le nom pour la première fois, et c'était lui qui faisait les couvertures, parce qu'après ils ont été reprises et c'est Casa qui les faisait, mais pour des éditions plus récentes. Voilà. Mais à l'époque, celle des années fin 70, début 80, c'était lui, quoi. Voilà, mais c'est le premier souvenir que j'ai. Puis après, les choses vont vite, hein. Moi, j'étais un tout jeune adolescent,
Donc la lecture des éditions françaises de Eerie, Creepy et dans une moindre mesure de Vampirella. D'ailleurs, j'ai amené quelques artefacts de cette... Aujourd'hui, c'est Jean-Christophe qui a ramené des goodies. D'habitude, c'est moi. De cette époque. Donc là, c'est un spécial Edgar Allan Poe, mais enfin, ça donne un petit peu le ton. Donc on trouvait... il y a eu quelques adaptations par Wrightson, par Corben, par des gens qui étaient encore relativement peu connus et qui étaient classés dans l'underground américain. Et puis, les choses s'accélèrent puisque Pilote, au début des années 70, commence à faire bouger un peu les lignes dans la bande dessinée française. Et je me rappelle très bien, moi, d'une image qui m'avait beaucoup impressionné. Alors, après les aventures de Lon Sloan, Delirious, etc., donc ça date de 73. C'est une des premières grandes histoires de Druillet, Ira Gaël. Et vers la fin, on voit la représentation de ce qui, pour moi, pouvait être Cthulhu à l'époque, même s'il n'est pas nommé, mais tout y est, les architectures cyclopéennes, une créature à tête de poulpe et à tentacules, je vous laisse ça juge. De toute façon, on pourra revenir là-dessus, parce que ce qui est intéressant, c'est que pour Cthulhu, il y a eu une illustration qui a été faite par son créateur, et il se trouve que cette illustration-là, elle a entériné dans l'esprit de ceux qui sont passés après l'image que Cthulhu a maintenant et qu'on retrouve jusque dans South Park. Voilà. Tout à fait, c'est dans une lettre qu'adresse Lovecraft à un de ses nombreux correspondants, parce que la correspondance de Lovecraft, ça doit être, 15 000 lettres et cartes postales. Et dans une lettre, il fait un dessin à l'encre de Chine d'une créature vaguement humanoïde, couverte d'écailles, que l'on voit assise de profil, munie d'une tête qui va être appelée une tête de poulpe avec des tentacules et des moignons d'ailes qui font vaguement penser à des ailes de chauve-souris. Donc on avait, je pense que tous les illustrateurs ont dû plus ou moins s'appuyer là-dessus. Et alors après une grande date, les choses continuent de s'accélérer. Début des années 70, Metal Hurlant arrive. Donc là, toutes les barrières en matière de bande dessinée, de représentation éclatent. Et c'est le Metal Hurlant spécial Lovecraft, qui est quelque part... Pas celui qui sont édités là il y a quelques mois. Tout à fait, mais qui est, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, ça vaut le coup d'investir 20 € pour l'acheter, puisque c'est un mix d'histoires récentes et de réédition de ce numéro qui doit dater de 76-77, et dans lequel, pour la première fois, il y a 3 histoires de Alberto Breccia. Attention, ne te grille pas toutes tes cartouches pour la partie bande dessinée. Voilà, je ne fais que... C'est qu'une esquive. Le reste durera 4 heures. Je ne fais que distribuer des amuse-gueules, dont je vous ai amené l'édition originale. Oui. Voilà, bien entendu épuisée, la réédition épuisée aussi, donc démerdez-vous pour le trouver. Ouais, c'est ça. Donc si on lui chope, on peut le revendre sur Vinted et se payer des vacances. Vous pouvez vous payer une voiture. Ok. Qui continue, Clovis ? Bah oui, comme ça tu finiras et t'enchaîneras. Absolument. Du coup, oui. Alors moi, Lovecraft, un peu comme Pej, j'ai pas découvert Lovecraft, j'ai découvert d'abord Cthulhu. Et je pense que c'était plus... soit dans des jeux, soit dans des discussions avec des potes ou quoi, et parce qu'en fait, moi c'était très lointain, et je pense qu'ils m'ont dit, ah ouais, une créature un peu comme un Cthulhu, etc. Et à force d'entendre ce truc-là revenir plusieurs fois, je me suis renseigné sur ce que c'était, d'où ça venait, et c'est là que j'ai découvert le monsieur. Mais c'est resté flou pendant assez longtemps pour moi, quand même, tout ça. Ce que si dit, pour une créature comme Cthulhu, c'est normal. Ouais, c'est peut-être le but. C'est ça. Et donc toi alors ? Alors moi, comme je disais tout à l'heure, c'est comme Jean-Christophe, la première fois que j'ai pris connaissance de l'existence d'un écrivain qui s'appelait Lovecraft, c'était avec l'édition J'ai lu de Dagon, le recueil de nouvelles, que j'ai pas lu, j'étais trop petit, mais j'ai vu ça dans une bibliothèque. Et après, là, si vous suivez l'émission depuis un moment, c'est comme par le jeu de rôle que je suis rentré dedans, parce que j'ai acheté la 3e édition de l'Appel de Cthulhu, le jeu. Et à partir de là, forcément, pour nourrir les scénars et tout, j'ai commencé à lire les bouquins. What happens next in the exciting world of Legends of Cthulhu? You decide. New Cthulhu monster from Legends of Cthulhu action figures each sold separately. Donc j'enchaîne sur la présentation de Lovecraft. Oui. Raconte-nous un petit peu sa vie, son œuvre. Alors, sa vie, son œuvre.
Lovecraft, il se trimballe l'image d'un ermite, d'un inadapté social dont les textes portent la marque embarrassante du racisme, d'un bourgeois américain blanc de la Nouvelle-Angleterre du début du XXe siècle. C'est longtemps quand même quelque chose qui est resté. Alors le côté racisme, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Par contre, l'idée de l'ermite, on va voir que c'est vrai, mais pas tant que ça, parce que c'était quand même quelqu'un qui avait une vie sociale assez développée, même s'il était quand même un peu particulière. Ouais, surtout beaucoup de correspondance, du coup, a priori. Alors il y a de la correspondance, mais il est allé à la rencontre des gens, et on va voir en fait moi je l'ai appris en lisant l'essai là de Third Edition sur lui, que il s'est investi dans le journalisme amateur et qu'à partir de là, ça lui a permis, donc il allait à des conventions, il rencontrait des gens venaient le voir, etc. Donc il avait quand même, il fréquentait du monde, quoi. Il restait pas cloîtré à Providence en échangeant des dizaines de milliers de lettres pendant toute sa vie. Il a été voir des gens. Et puis à la réputation d'ermite, il y a quand même une petite parenthèse dans sa vie. Il se marie et sa femme réussit à le convaincre d'aller passer 2 ou 3 ans à New York. Oui. Voilà. Je vais y venir là, par rapport à cette parenthèse new-yorkaise dans sa vie. Donc d'abord on remonte Go Back to the Debut. Howard Phillips Lovecraft est un écrivain américain qui est né en 1890 à Providence, dans le Rhode Island. Donc son enfance, elle est marquée très tôt par le drame, puisque son père, qui est vendeur itinérant, ce qu'on appellerait maintenant un VRP, est interné après une crise psychotique et il meurt quelques années plus tard. Alors Lovecraft n'a jamais su de quoi son père était mort, mais on penche de plus en plus pour des conséquences dues à la syphilis qu'il aurait chopé quelque part dans une rencontre un peu, soit en allant dans un bordel ou autre. Mais le problème, c'est que dans la famille et on va dire dans le milieu de Providence, c'était pas quelque chose qu'on allait évoquer. Donc Lovecraft a jamais trop su pourquoi son père était mort. Lovecraft et sa mère, à partir de là, s'installent dans la maison des grands-parents, où vivent également ses tantes. Donc on est vraiment dans un truc de famille très solidaire, mais en même temps un peu fermé sur elle-même. C'est le grand-père de Lovecraft qui est entrepreneur, qui s'est lancé dans plein de projets comme ça, un peu l'espèce de self-made man du fin 19e, début 20e. Et c'est grâce à ça que la famille a pu avoir de l'argent et qu'elle pourra à un moment perdurer, même après le décès du grand-père. Et donc le grand-père, il joue un rôle important parce qu'en dehors du fait que c'était un entrepreneur, c'était aussi quelqu'un qui avait un grand intérêt pour la littérature et une bibliothèque qui était très complète. Et en fait, Lovecraft, très rapidement, il a commencé à lire plein de choses et son grand-père lui a permis de découvrir énormément de choses depuis la littérature de l'Antiquité jusque le 18e, 19e. Et c'était quelqu'un qui était un gros fan de la littérature du 18e. À 7 ans, Lovecraft écrit ses premières histoires et il découvre l'œuvre d'Edgar Allan Poe, qui devient l'une de ses influences majeures. Alors, il y a certaines mauvaises langues qui disent que Lovecraft, c'est un peu un sous-Edgar Allan Poe, mais en fait, c'est vrai que ses premières nouvelles, elles sont sous l'influence de Poe, mais notamment avec des nouvelles comme L'Appel de Cthulhu, il a commencé à trouver vraiment sa voix à lui, qui fait qu'il s'en démarque, quoi. En 1904, son grand-père meurt. Donc Lovecraft perd une figure centrale de sa vie. Ça provoque un bouleversement brutal pour la famille, puisque après un certain temps, elle perd sa fortune et elle est obligée de quitter la maison familiale. Lovecraft, c'est un adolescent qui est fragile, plutôt solitaire, dépressif. Il doit quitter le lycée en 1908, lycée où il avait des amis en fait, qu'il a fréquenté régulièrement. Il a une formation globalement d'autodidacte parce qu'en plus c'était quelqu'un de curieux de tout, comme on est à une époque où il y a quand même beaucoup de choses qui sortent au niveau scientifique, le début de la psychanalyse, des choses comme ça. Il s'intéresse à plein de trucs, à l'astronomie aussi. C'était un passionné d'astronomie à l'âge de 12 ans. C'est ça, il tenait même un petit journal qu'il vendait, tout ça, avec des observations qu'il faisait avec son télescope. Le mec, il savait comment s'occuper, quoi. Mes parents ne croyaient pas aux jouets. Tu veux dire, tu n'as même pas eu un ballon ? J'ai eu une moitié de ballon, mais je l'ai arrondi. À partir de là, il vit reclus avec sa mère, il sort presque pas, il lit énormément et il s'instruit tout seul. Le tournant arrive en 1914 lorsqu'il rejoint une association de presse amateur. Donc le courrier devient son principal lien social, mais pas que, donc comme je disais. Et il finira même par devenir président de son association de presse. Mais le problème, avec d'autres amis qu'il a, le problème c'est qu'il est tellement élitiste qu'au bout d'un moment il rejette trop de textes et puis donc ça finit par poser quand même un peu des problèmes. D'ailleurs j'ai appris aussi que, parce que
Donc ces nouvelles ont toutes été publiées que dans des pulps, et principalement dans un qui s'appelle Weird Tales, et à un moment on lui a proposé de prendre la direction de Weird Tales. Il l'a pas fait, mais on suppose que vu son caractère, s'il l'avait fait, la revue elle aurait plongé au bout de quelques mois, ou elle aurait été endettée, quoi, parce qu'il aurait été trop perfectionniste sur le choix des auteurs à publier, alors que le but c'était quand même de publier beaucoup de trucs facile à lire, quoi, même s'il y avait des auteurs qui ont du style et qui ont réussi après à faire une carrière. Grâce à ces échanges, Lovecraft revient peu à peu à la fiction. En 1917, il écrit La Tombe, puis le fameux Dagon, qui préfigure un petit peu Cthulhu. On a un peu le même schéma avec un personnage qui se retrouve sur une île mystérieuse avec cette espèce de créature sortie de la mer, qu'on retrouvera même plus tard dans le Cauchemar d'Innsmouth. Il y a un culte qui est voué à Dagon. Sa mère, pas de bol, elle sombre à son tour dans la maladie mentale et elle meurt en 1921 dans le même asile psychiatrique que son père. Mais par contre, ça fait quand même une libération pour Lovecraft parce qu'il n'osait pas trop faire des choses sans l'assentiment de sa mère, qui en plus, même s'ils avaient un rapport fusionnel, elle n'hésitait pas à lui dire qu'il était laid, tout ça. Donc pour la confiance en soi, c'était pas top. Ouais. Et comme par hasard, à partir du moment où sa mère meurt, il rencontre Sonia Green, donc qui est quelqu'un qui s'essaye aussi à l'écriture. Vous êtes vraiment très habile de vos mains. Je parie que vous aimez lire aussi. Gutenberg est mort, vous savez. Oh, c'est intéressant à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. Il y en a même qui me reprochent d'être une cérébrale, mais à mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends. Et puis, j'aime bien faire de l'aérobic. Et vous, qu'est-ce qui vous branche ? Je collectionne sport, moisissures et amadites. Une femme énergique, indépendante et d'origine juive. Alors, je précise qu'elle est d'origine juive parce qu'on l'a aussi souvent targuée d'antisémitisme. Et en fait, ce que je disais à Clovis quand on en discutait là, hors émission, c'est que parfois, tu as un peu... Alors, il y a cette vision raciste, mais d'un mec qui vit au début du XXe siècle dans un milieu quand même bourgeois, assez fermé et tout ça. Mais tu as un peu cette impression que c'est comme le personnage de Michou qui est joué par Patrick Timsit dans La Crise de Colin Serrault. C'est le gars qui aime pas les Arabes, sauf ceux qu'il connaît, tu vois. Je croyais que t'étais raciste. Ah oui, pas quoi. Bien sûr que je suis raciste. Et Jamila ? Ah oui, mais Jamila, c'est pas pareil. Jamila, c'est la femme de mon frère. Puis d'abord, elle m'a élevé, c'est comme ma mère. Et alors, qu'est-ce que tu racontes que tu peux blairer les Arabes ? Ah, mais c'est vrai que je peux pas les blairer, mais sauf Jamila. Parce que Jamila, c'est pas un Arabe, c'est une femme. Et t'as dit que t'invitais Mohamed et Farid, c'est pas des femmes, ça ? Ah, mais eux, c'est des copains depuis l'école, c'est pas pareil, eux. Michou, j'y comprends rien. Mais y a rien à comprendre, monsieur Victor, un verre de champagne. Oui, oui. Donc il y a un peu ce côté-là parce qu'il vit dans un milieu où il vit dans un milieu où il est préservé en fait de tout ça, et finalement c'est quand il y est confronté, notamment quand il va aller à New York, qu'il va y avoir, et parce qu'il n'est pas dans son élément et parce qu'il ne connaît pas ça, qu'il y a cette espèce de truc de rejet. Alors si je me permets, moi j'ai le souvenir d'avoir lu que quand la cellule familiale, après la mort du père, se composait de Lovecraft, de sa mère, du grand-père et de la tante, c'est surtout l'influence de la tante qui, elle, proférait un antisémitisme et un racisme bien au-delà des préjugés de l'époque, qui avait influencé Lovecraft, voilà, et dont il se libérera plus ou moins avec le décès de sa tante. Ouais. Comme quoi, en fait, finalement, tu choisis pas ta famille. Au fur et à mesure qu'il se détache des boulets, il finit par trouver sa propre voie. En 1924, Lovecraft et Sonia Green se marient et ils s'installent à New York. Mais le problème, c'est que la ville écrase Lovecraft, donc il est à la fois témoin de cette pauvreté, et il est victime aussi de la pauvreté parce qu'il n'arrive pas... Le problème, c'est que c'est quand même un peu un inadapté social. Il y a toute une faune qui sort la nuit. Pute, pourvoyeur, camé, le vice et le fric. Un jour viendra où une bonne pluie lavera les rues de toute cette racaille. Donc il a du mal à trouver du boulot. Souvent il vit en faisant des réécritures parce que ce qu'il publie dans les pulp magazines, ça suffit pas à le faire vivre. Il n'arrive pas vraiment à bosser et les seuls moyens qu'il a de gagner un peu d'argent, c'est de faire des réécritures. Donc il fait même des textes pour Houdini, ce genre de choses, voilà. Mais il a claqué tout l'argent de son grand-père du coup Non, mais ça c'est la famille qui en fait a tenu ce qu'elle a pu parce que c'est pas genre le grand-père est mort et puis 3 semaines après ils déménagent. Ils sont restés pendant un certain temps. Le truc c'est qu'au bout d'un moment aussi, les sœurs se sont mariées, donc il restait plus que Lovecraft et sa mère, et au bout d'un moment, c'était plus tenable, quoi. Okay. Surtout que l'état de santé psychologique de sa mère se détériorait, donc voilà, c'était problématique. Là aussi, si mes souvenirs sont bons, le grand-père avait fait l'erreur, il avait un certain patrimoine lié à ses affaires, mais il avait fait l'erreur de spéculer en bourse, et il avait perdu
déjà avant sa mort une très grande partie de la fortune, de la fortune qu'il avait pu amasser de son vivant, et le déclin social était déjà amorcé. Ouais. Puisque Lovecraft, il semblerait que dans certaines lettres, il accuse un petit peu le grand-père d'avoir précipité la déchéance sociale de la famille. Ok. Donc Lovecraft à New York, d'un côté il est seul et il vit pas dans les meilleurs quartiers de la ville, il est sur Brooklyn. Mais par contre, il a des amis aussi, et même quand il est sur New York, il se balade, il va voir les bâtiments, enfin, il a quand même un cercle d'amis qui lui permet de tenir. Puis il est quand même avec sa femme aussi. Alors le problème, c'est que sa femme, au bout d'un moment, elle trouve pas de boulot, et elle est obligée de partir. Donc ce qui fait que lui se retrouve tout seul à New York, pendant que elle, le truc, c'est qu'elle, à cette époque-là, elle croit vraiment à son talent, et elle le soutient comme elle peut. Donc elle va partir, trouver du travail ailleurs, pour essayer de ramener un petit peu d'argent. Mais lui se retrouve tout seul à New York. Et donc, de cet épisode new-yorkais, il tire 2 de ses textes qui sont les plus sombres et aussi un peu les plus limites par rapport au racisme. C'est Horreur à Red Hook, où il y a une espèce de délire autour d'un culte satanique avec des immigrés dans les quartiers populaires de New York, et lui. Et donc finalement, Lovecraft finit par rentrer seul à Providence, et au bout de quelques temps, le couple finit par se séparer, mais ils resteront en bons termes. Il n'y a pas eu de rupture violente, mais le truc, c'est qu'en fait, Sonia Green, elle comprenait que le gars, il était bien que à Providence, et qu'à un moment, bon, ça va, je veux bien essayer de t'aider, mais il y a des limites, quoi. Alors, il y a aussi une petite anecdote. Alors, est-ce que c'est l'inconscient qui parle, ou l'incapacité de Lovecraft à faire des démarches courantes? Quand le divorce est prononcé, il fallait que le mari envoie les papiers du divorce. Et Lovecraft n'a jamais envoyé les papiers du divorce. Et son épouse apprendra des années plus tard, quand elle sera en Californie et qu'elle voudra se remarier, qu'elle risque une accusation de bigamie, parce que le divorce n'a jamais été enregistré, parce que son ex-mari n'a jamais envoyé les papiers. Okay. Elle en parle, je crois qu'elle a écrit un livre... où elle parlait de sa vie avec Lovecraft, ses rapports avec Lovecraft. Voilà, ouais. Et elle explique aussi donc cet épisode. A smile is something special, a ribbon is something rare, so I'll be special and I'll be rare with a smile and a ribbon in my hair. Donc le retour de Lovecraft à Providence signe le début de sa période la plus créative. Dès l'été 1926, il rédige l'Appel de Cthulhu, qui pose les bases de son univers. Ensuite, qui sont considérés maintenant comme des chefs-d'œuvre, s'enchaînent. On a l'affaire Charles Dexter Ward, La couleur tombée du ciel, puis L'abomination de Dunwich, et en 1931, il écrit 2 récits majeurs, Les montagnes hallucinées, donc qui est ce qui se rapproche le plus dans sa production d'un roman, puisqu'il a fait que des nouvelles, mais Les montagnes hallucinées, ça peut être considéré comme une novella, et Le cauchemar d'Innsmouth. Et il s'installe ensuite au 66 College Street, donc il continue de descendre en gamme au niveau de l'habitation et de ses moyens sur Providence, et il poursuit son travail d'écriture, avec notamment Dans l'abîme du temps, qui est aussi une de ses nouvelles incontournables. Et pourtant, enfin, je veux dire, avec tout ce qu'il publie, ça lui fait un petit peu d'argent, donc pourquoi il continue de descendre en gamme? Ça marche pas si bien à l'époque. Non, mais c'est des magazines à pas cher, où tu es pas... C'est toujours dans les pulps? Ah oui, c'est toujours dans les pulps, ouais. Je pense qu'il était très très mal payé, puisqu'il y a une petite histoire aussi, quand il servait de prête-nom pour Houdini, qui était le maître de la précipitation, donc il avait été recruté par Weird Tales pour écrire des nouvelles. Il en était bien incapable, donc on a proposé à Lovecraft d'écrire, de servir de prête-nom à Houdini. Et je crois que c'est son épouse qui raconte ça dans le livre. À un moment, il a une date butoir où il doit rendre la nouvelle dans les bureaux de Weird Tales. Il perd la nouvelle. Il s'en rappelle, mais il est obligé de la retaper. Ils ont tellement peu d'argent qu'ils engagent donc ils vivent à l'hôtel à ce moment-là. Ils engagent l'argent qui est prévu pour le loyer de l'hôtel pour louer pour un week-end seulement une machine à écrire, et il va dicter de tête la nouvelle. Et ça a été, elle le raconte, ça a été un choix difficile. Est-ce qu'on paye le loyer, mais on n'est pas payé pour la nouvelle qu'on ne pourra pas rendre, ou est-ce qu'on va louer une machine à écrire?
Voilà. Visiblement, la location de machine à écrire pour 2 jours, ça valait des sous à cette époque-là. Oui. Apparemment, oui. Mais si tu veux un exemple de ce qu'il gagnait, alors je sais plus quelle nouvelle, mais il y a une nouvelle qu'il avait réussi à vendre à Amazing Story, qui était un autre pulp qui était tenu par Hugo Gernsback, qui est une figure importante de la SF, donc c'est d'origine luxembourgeoise, qui a émigré aux États-Unis, et il a donné même le prix Hugo en SF, c'est un prix renommé qui est donné chaque année à un bouquin en science-fiction, et Gernsback lui avait payé $25 pour la nouvelle. Et donc à partir de là, Lovecraft, il l'appelait Hugo le rat. Voilà. Donc, mais donc c'est $25 pour une nouvelle. Donc avec ça, tu tiens pas longtemps. Et puis il en publiait pas une toutes les semaines. Hein. Il a écrit pas mal de textes au long cours, mais il y en a pas tant que ça non plus. Quoi. La littérature populaire américaine de pulp et ensuite de comics, Stan Lee se rappellera peut-être de ces choses-là. Ça a jamais été réputé pour être très rentable. Pour être très rentable. Le seul moyen de gagner sa vie, des gens comme Will Eisner, Kirby le racontent, c'est de multiplier les planches, ou quand on est scénariste, de multiplier les scénarios. Mais même dans les années jusqu'à la fin des années 60, c'est payé une misère. Et le truc, c'est que tu as des écrivains pulp qui arrivaient à en vivre parce qu'ils s'en foutaient en fait de la qualité de ce qu'ils produisaient. Eux, ce qui les intéressait, c'est la quantité. Ouais. Alors que Lovecraft, il était trop esthète et trop pour pouvoir. Et d'ailleurs, il refusait même qu'on modifie ses textes. C'était tu prends le texte tel qu'il est ou tu le prends pas, quoi. Donc ce qui limite aussi. Voilà. Donc en 1936, il est profondément marqué par le suicide de son ami Robert E. Howard, le créateur de Conan. Et un an plus tard, le 15 mars 1937, affaibli par un cancer de l'intestin, Lovecraft meurt à l'âge de 46 ans. De son vivant, l'œuvre de Lovecraft n'a jamais eu droit à une publication digne de ce nom, sous forme de recueil, et il meurt dans une quasi-pauvreté et l'indifférence totale du grand public. Ces nouvelles ont été publiées principalement, comme on le disait, dans les pages de Weird Tales, à côté de ceux de ses amis épistolaires, Robert Howard et Clark Ashton Smith. Donc ces trois-là, c'était les trois auteurs qui étaient vraiment les trois mousquetaires de Weird Tales. Les gars, ils ont échangé je sais pas combien de lettres, ils ne se sont jamais vus physiquement. Ah. Et donc je disais que Lovecraft a été profondément affecté par la mort de Howard, ils ne s'étaient jamais vus. Et par contre, ils avaient vraiment des échanges, je crois que des échanges des lettres de 20 pages, parce qu'ils étaient complètement opposés, puisque on en avait un peu parlé, je sais plus à l'occasion de quelle émission. Howard, lui, son truc, c'était de défendre la barbarie et l'état de nature contre la civilisation. Alors que justement, Lovecraft, c'était l'inverse, il était pour la civilisation. Et visiblement, les lecteurs, ils se régalaient aussi parce que autant les arguments d'Howard, ils étaient solides, autant Lovecraft, il faisait preuve souvent de mauvaise foi, voilà. Et du coup, il n'était pas forcément au même niveau qu'Howard pour défendre ses arguments. Donc la notoriété posthume de Lovecraft, elle commence véritablement à la fin des années 30, lorsque ses amis August Derleth et Donald Wandrei fondent la maison d'édition Arkham House pour préserver et diffuser ses écrits. Alors le problème, c'est que Derleth, il organise l'univers de Lovecraft sous le nom de mythe de Cthulhu, puisqu'en fait, c'est pas Lovecraft qui a créé le mythe de Cthulhu. Lui, en fait, il appelait ça ses Yog-Sothothery. Donc c'était des délires qui se faisaient avec ces monstres, ces trucs comme ça, mais il n'avait pas, même s'il y a des retours de certains éléments entre les nouvelles, et qu'on peut considérer, parce que par exemple, il a créé un univers qu'on appelle le Lovecraft Country, qui est le nom qui a été donné à la série qui est sur, je sais plus si elle est sur HBO, en tout cas elle est dispo sur Prime, ouais, c'est ça. Donc c'est la vallée de la Miskatonic, qui est une rivière qui n'existe pas, où il y a la ville d'Arkham, qui est la version Lovecraftienne de Providence, Kingsport, qui est la version Lovecraftienne de Marblehead, le village de Dunwich, le port de Innsmouth, tout ça c'est l'univers de Lovecraft, quoi. Par contre, c'est Derleth qui décide de créer le mythe de Cthulhu parce que c'est une marque qui facilite la commercialisation. Le problème, c'est qu'elle trahit la philosophie originale de Lovecraft et elle y injecte une lutte manichéenne entre le bien et le mal, parce que dedans, il y a certains grands anciens qui sont plutôt bienveillants, alors que d'autres sont méchants. Pour Lovecraft, ça n'avait aucun sens, quoi. Dans les années 60-70, on a le passage au format de poche qui permet à l'œuvre de toucher la contre-culture, tandis que des artistes de bande dessinée, alors en France notamment comme Philippe Drury, donc Jean-Christophe, tu nous en parleras, s'emparent de ces visions.
Le tournant décisif, il survient dans les années 80 avec l'influence de Stephen King qui revendique Lovecraft comme l'une de ses sources d'inspiration majeure, le succès du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu qui est édité par Chaosium et le cinéma de réalisateurs comme Carpenter, donc avec sa trilogie dite de l'Apocalypse dont on parlera dans la deuxième partie, auquel se rattache The Thing notamment, ou les films de Stuart Gordon, Reanimator, From Beyond dont tu parleras Clovis, qui continuent d'installer Lovecraft comme une référence montante de la culture populaire. Au XXIe siècle, on a l'entrée de l'œuvre de Lovecraft dans le domaine public qui permet aux créateurs de s'emparer librement de ses idées. Comme le mythe de Cthulhu est suffisamment flou pour laisser de la place, chacun peut ajouter une divinité, un lieu, un culte, une variante, etc. Donc c'est une matière première idéale pour le jeu de rôle, pour la bande dessinée, pour le cinéma ou pour les jeux vidéo. Donc comme on se le disait hors micro, pour l'anecdote, fin 2024, on comptait plus de 730 occurrences du mot Lovecraft sur Steam. Il faut savoir que la première occurrence, par contre, c'est un jeu de boules qui n'a rien à voir avec l'œuvre de Lovecraft. C'est vraiment Lovecraft. Voilà. Et donc ça peut déboucher sur la production d'œuvres qui sont pour le moins surprenantes. Alors quand j'ai préparé l'émission, je me suis rendu compte qu'il y a eu des adaptations. Alors, pour vous citer les trucs les plus what the fuck par rapport aux matériaux de départ, hein. On a des adaptations en dessin animé, des graphiques nouvelles d'un duo qui s'appelle Bruce Brown et Renzo Podesta. The Howard Lovecraft Series, donc qui reprend donc en animé, ça présente vraiment les aventures d'un Lovecraft jeune façon cartoon, mais avec des versions un peu poppy de Cthulhu, de Nyarlathotep et compagnie. Et l'autre, c'est un livre pour enfants qui s'appelle Cthulhu fait de beaux rêves, de Jason Ciaramella et Greg Murphy. Alors là, je peux pas m'empêcher de vous livrer le résumé. Dans sa demeure de relier, Cthulhu n'arrive pas à s'endormir. C'est à Howard Lovecraft qu'incombe la mission de l'aider à surmonter ses peurs nocturnes et révéler la vérité sur les choses qui sortent de leur cachette la nuit et se cognent dans le noir. Donc il y aurait un monstre caché sous le lit de Cthulhu. C'est ça. C'est intéressant comme mise en abîme. Tout à fait. Donc, parlant de Cthulhu, avec sa silhouette tentaculaire et son gigantisme de kaiju, indifférent à l'humanité, le grand ancien est devenu une icône visuelle et un symbole parfait pour représenter l'angoisse cosmique, facile à détourner dans l'humour. Alors, on parlait tout à l'heure du fait qu'on le retrouve dans South Park, les jeux, les films ou les produits dérivés. Enfin, le cœur du propos Lovecraftien, c'est-à-dire l'insignifiance humaine face à des forces qui nous dépassent, colle parfaitement à notre époque avec la crise écologique, la technologie opaque, le sentiment de perte de contrôle. Et ce thème se réactive sans effort et parle instinctivement au public moderne, ce qui entretient en continu l'actualité de son œuvre. Cette reconnaissance ne se limite pas qu'au domaine de la pop culture, puisqu'en France, les récits de Lovecraft ont été publiés dans la prestigieuse collection de la Bibliothèque de la Pléiade, réunissant 29 nouvelles et novellades dans une édition critique et annotée. Cette publication symbolise à sa manière la transformation d'un outsider du fantastique en auteur reconnu par le canon littéraire. Et d'ailleurs, là, pour continuer, actuellement au cinéma va sortir Les Mignons et je crois ils ont fait un petit Cthulhu. Ah ouais. Ils n'ont pas fait genre qu'ils se mettent au service de Cthulhu. C'est Les Mignons et les monstres et je crois qu'il y a un espèce de délire où justement avec un livre qu'ils ouvrent et qui invoque des monstres. D'accord. Là, plus rien me surprend. Hein. Il y a les nounours, les doudous Cthulhu. Donc, après, tu peux tout faire, quoi. Merci messieurs. Donc on se retrouve tous les 4 la semaine prochaine. Merci Lionel. Tchuss.